Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, on va ranger notre objectivité légendaire et vous présenter les joueurs qui nous font rêver et qui nous font aimer ce sport. C'est parti! Alors, si tu me permets, juste un petit mot avant de commencer. On a remarqué que vous êtes beaucoup à nous suivre maintenant et à regarder les vidéos. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Mais il n'y a quand même pas beaucoup qui sont abonnés, donc n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton abonné là en bas et lâchez un petit like si ça vous a plu. Du coup, maintenant que ça c'est dit, est-ce que, Colin, tu peux nous présenter le sujet? Oui, bien sûr, Johan. On a décidé de parler un petit peu de ces joueurs actuels qui nous font rêver et qu'on adore regarder. Ces joueurs, tu sais, où tu es capable d'arrêter de regarder tout le match et juste de regarder ce joueur en particulier, son positionnement, comme il communique avec ses coéquipiers ou même comme il joue face à ses adversaires. Voilà, ces joueurs qu'on adore regarder et qu'on voudrait voir jouer indéfiniment. Alors du coup, je te propose de commencer avec mon premier choix. Fan du Paris Saint-Germain, forcément, j'ai choisi un joueur de Paris. C'est Marco Verratti, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Bon déjà, je trouve que c'est un peu l'âme du Paris Saint-Germain actuel. Il est au club depuis 2012, ça fait bientôt 10 ans qu'il est là. On a tendance à penser qu'il a encore 20 ans, mais non, il se fait vieux gentiment. Et du coup, alors pourquoi Verratti? En plus d'être l'âme du club, je trouve que c'est un milieu de terrain qui est assez extraordinaire. Il me fait toujours stresser devant les matchs de Paris parce qu'il a tendance à récupérer des ballons juste à l'entrée de la surface. Et il y a toujours 4 ou 5 joueurs qui vont lui foncer dessus. Et je ne sais pas comment il fait, il arrive toujours à résister à la pression, à faire 2-3 dribbles, 2-3 feintes bien senties, et il s'en sort toujours. Et je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est la première chose qui me plaît chez lui. Après, il a aussi une capacité défensive qui est quand même assez importante. C'est un joueur qui n'est pas très physique, il est assez petit, Verratti, mais il a toujours des tacles assez bien sentis. Il arrive bien à récupérer des ballons, et dès qu'il les a récupérés, il se projette très vite vers l'avant. Et franchement, c'est un joueur qui a une certaine élégance, une certaine classe. J'adore le regarder. Je trouve que quand Verratti joue à Paris, Paris ne joue pas de la même manière, c'est pas la même équipe. Je trouve incroyable l'impact qu'il a sur ce club. J'aurais un seul défaut à lui donner, c'est un joueur qui ne sait pas frapper. Quand il se retrouve à l'entrée de la surface, ça y est, la lucarne est ouverte, il peut marquer, il se dit ah non, 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 moi je suis un passeur, du coup je vais donner mon ballon à un joueur qui est entouré par 3 autres défenseurs, c'est certainement la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors moi j'aime beaucoup ce choix, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur très élégant, c'est un joueur, au début, il y a quelques années, quand on le regardait jouer, on se disait mais il est complètement fou d'essayer d'aller dribbler 3 joueurs devant sa surface, mais ça passait déjà, et aujourd'hui ça passe encore mieux, puis on est beaucoup plus habitué aussi à le voir comme ça. Après moi c'est un joueur qui me frustre en fait à cause de son hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a jamais eu de coffre, qui n'est jamais capable de jouer à 100% pendant 90 minutes, et ça, c'est quelque chose qui m'embête énormément parce qu'en plus, c'est pas quand même un joueur à qui on demande un énorme abattage durant un match. Et donc, le fait qu'il ne tienne pas 90 minutes, le fait qu'il soit souvent blessé, ça me frustre parce que je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut que ce qu'il fait. Et pourtant, il fait quand même beaucoup de choses et il les fait très bien. Mais dans les joueurs qui me frustrent un peu moins, en tout cas au niveau physique et travail et hygiène de vie, c'est Sergio Ramos. Alors c'est un joueur qui est très très détesté aussi, mais personnellement je l'adore. Voilà, un des trucs déjà qui fait que je l'adore, c'est justement il polarise. Ou tu l'aimes ou tu le détestes. Il n'y a pas de juste milieu avec Ramos. Mais par contre, ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire de ce sport. Et ça, il n'y a pas beaucoup de contre-arguments pour le dire. Il a tout gagné. Faut pas oublier qu'il a aussi fait partie des Galactiques de l'époque. Donc il est arrivé au Real très jeune. Encore aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est la recrue espagnole la plus chère du Real Madrid, ce qui est assez impressionnant. Et c'est quand même un mec qui est capable de mettre quasiment 10 buts par saison, qui est le tireur de penalty avec le plus grand taux de réussite actuel, devant Ronaldo, devant Messi, ça m'hallucine aussi. Donc en plus d'être un excellent défenseur, c'est un excellent attaquant, un excellent finisseur aussi, tireur de coups de pied arrêtés. Il a énormément de choses, ce mec. Et sa capacité aussi à défendre de manière très rugueuse. Alors, il a pris pas mal de cartons rouges un peu plus jeune, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Il est toujours borderline, mais toujours du bon côté de cette ligue, justement. Et c'est ce qui me fait adorer ce joueur. C'est très intéressant comme choix. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, c'est certainement l'un des meilleurs, voire le meilleur défenseur de l'histoire.
mais c'est vrai qu'il a quand même ce côté assez clivant. Il a toujours, tu sais, cette part de vice. Il est capable de faire la petite bousculade, la petite faute, où je pense à cette finale de Ligue des Champions contre Liverpool, où il a littéralement sorti le bras de l'épaule de Salah. Enfin voilà, c'est des petits trucs qui font que tu dis, ok, c'est un vrai winner, mais il manque peut-être un petit peu d'élégance, on va dire. Mais en tout cas, sur ton choix, je le remets pas du tout en question. Du coup, je te propose de te présenter mon deuxième choix. Le choix va vous étonner. J'ai choisi Olivier Giroud. Et là, voilà, comme Colin, je vois déjà tout le monde qui me rit au nez en me disant mais comment est-ce qu'un joueur comme Giroud peut te faire rêver? Et vous auriez certainement raison. Parce que Giroud, c'est pas un attaquant extraordinaire. C'est pas le gars qui va te planter 50 buts par saison. En plus, c'est un joueur qui est très grand, qui joue en pivot, il dribble pas, il fait pas rêver, même si, bon, il est beau gosse, donc peut-être que ça irait, mais bon, sur un terrain de foot, ça sert pas à grand chose. Mais moi, ce qui m'a toujours marqué avec Giroud, c'est qu'il a toujours été critiqué dans toute sa carrière, dans tout ce qu'il faisait, surtout en France, surtout en équipe de France, mais pourtant il a toujours été là. C'est un joueur qui donne toujours énormément, il s'entraîne, il travaille dur, et au final, il est quand même toujours au rendez-vous. Alors certes, comme j'ai dit avant, il marque pas 50 buts par saison, mais quand il joue, il arrive toujours à marquer, il arrive toujours à être là, il apporte à l'équipe, et ça c'est quand même, ça démontre une force mentale assez forte. Et franchement, je suis admiratif d'un joueur comme ça, parce que bah voilà, quand tu as un monde de foot qui a tant de stars qui s'arrêtent dès qu'on leur dit non, et que tu as un joueur qui cravache et qui continue tout le long, moi je ne peux que, comme j'ai dit avant, je peux que être admiratif d'un joueur comme Giroud. Ouais, et alors, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est sa façon de jouer pour l'équipe. La France, quand elle est championne du monde, Giroud n'a pas cadré une frappe de la Coupe du Monde. Et un numéro 9 qui ne cadre pas de frappe, alors clairement on peut le critiquer là-dessus parce que je trouve que c'est quand même une stat qui est aberrante pour un numéro 9, mais par contre ça montre son utilité dans le jeu. Le but c'était de recevoir les ballons, de jouer vraiment pivot et de pouvoir partir en remise sur des milieux de terrain qui peuvent lancer justement les ailiers, des Griezmann, des Mbappé, bref des flèches. Et c'était comme ça qu'on voulait aussi jouer avec ce Giroud au point d'appui. Puis c'est vrai, il est très critiqué en équipe de France. Pour moi, pas à juste titre. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de critiques juste parce qu'il remplace Benzema. Alors, Benzema n'est pas en équipe de France, c'est un tout autre débat, mais ça ne concerne pas Giroud. Le seul truc qui fait que ça concerne Giroud, c'est parce que Giroud, c'est le numéro 9 à la place de Benzema, mais Giroud n'a jamais rien demandé. Il est juste là, il joue. Il jouerait peut-être pas autant si c'était pas Deschamps, mais la France est de constater qu'il va peut-être devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Devant Thierry Henry. Enfin voilà. Mais justement, tu parlais de joueurs travailleurs, pas forcément très élégants. Moi, j'en ai un aussi un peu comme ça. C'est Thomas Müller. C'est un joueur que j'adore. Alors, de nouveau, je suis dans une grande gueule. Après, c'est un joueur quand même beaucoup plus apprécié qu'un Sergio Ramos, notamment parce que ça semble être un gros blagueur en dehors du terrain. Mais c'est un joueur que j'adore de son aspect travailleur sur le terrain. Il va beaucoup gueuler et il va aussi presser sur chaque ballon. Il va se battre partout et au final, ça va lui permettre de grappiller quelques petits ballons par-ci, par-là, de créer une occasion à partir de rien. Quasiment à chaque match, il va réussir à en créer une. Et ça m'impressionne chez ce mec, que j'adore grâce à ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des saisons où il est moins bien utilisé par son coach, même tu vois toute la période Guardiola au Bayern. Müller est moins bon parce qu'il est positionné sur un côté, c'est pas vraiment l'endroit où il est le meilleur, même s'il reste bon. Hein. Mais voilà, tout d'un coup, il y a un flic qui arrive du côté du Bayern et boum, Thomas Müller fait peut-être sa meilleure saison en étant le meilleur passeur du championnat d'Allemagne. Moi, il m'impressionne par ça. Et justement, on a l'impression que c'est un mec qui est pas gracieux, et pourtant, il est juste techniquement. Ses passes décisives, elles sont toujours très justes, elles sont toujours très millimétrées, alors qu'il y a beaucoup de pression sur lui à chaque fois. Ça m'impressionne. C'est un mec qui m'impressionne vraiment. C'est vrai que c'est un peu le paradoxe chez Thomas Müller, c'est que quand tu le vois physiquement, t'as l'impression que c'est l'Allemand un peu sympa avec qui c'est cool d'aller boire des bières, un peu désarticulé, tu sais pas trop comment il tient debout, mais pourtant il joue super bien au foot, c'est extraordinaire. Et par contre, je pense quand même, tu l'as dit avant, qu'il a l'humour de l'Allemand qui aime bien boire des bières. J'ai quand même une question pour toi.
J'ai l'impression, alors tu sais peut-être mieux que moi, comme tu suis plus Thomas Müller, c'est un joueur qui est un peu critiqué en Allemagne en ce moment. Il n'a pas été là durant le dernier rassemblement pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Du coup, si Thomas Müller est un joueur aussi bon, pourquoi est-ce qu'il joue pas en Allemagne? C'est une très bonne question. Alors, je suis pas dans la tête de Joachim Löw et je suis pas assez les médias allemands, mais moi, de ce que j'ai compris, Löw, après la dernière Coupe du Monde, il a dit, bon, bah alors, tous les vieux briscards, au revoir. Il a sorti Hummels, il a sorti Boateng et il a sorti Müller. Et bah, il s'y tient. Il est très critiqué aussi du fait de s'y tenir. J'ai regardé l'autre jour aussi une émission sur ESPN où il parlait un peu de ça. Il se demandait s'il fallait pas déjà virer Löw avant l'Euro pour faire revenir notamment Müller, parce que Müller aujourd'hui c'est peut-être le meilleur numéro 10 au monde. T'en as besoin dans cette Allemagne. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus un choix de Löw qui n'est pas payant, mais Löw s'y tient, plus qu'un vrai problème avec Müller. Parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire au Bayern, enfin, voilà, à nouveau, quoi, c'est un problème que beaucoup de sélections voudraient avoir. Oui, on est d'accord. Je te propose de changer un peu de direction et j'aimerais parler d'un joueur que je trouve très élégant. En l'occurrence, Bernardo Silva. Alors, Bernardo Silva, formé à Benfica, il est passé par Monaco, l'année où Monaco est allé en demi-finale de Ligue des Champions, l'année où Monaco a aussi été champion de France, et je l'ai découvert à ce moment-là. Aujourd'hui, il joue à City, et pour moi, c'est le milieu de terrain, entre guillemets, par excellence. Il a une vision du jeu, il a une capacité à dribbler, à faire les bonnes passes. C'est un joueur, quand Bernardo Silva est au top, il est extraordinaire et ça peut vraiment changer le cours d'un match. C'est le genre de joueur, comme je disais avant, une passe ou même ses frappes. Il a une capacité, il a une de ses frappes de loin, mais c'est assez extraordinaire. Il est capable de t'envoyer des ballons en pleine lucarne. Quel joueur! Je suis admiratif du joueur en lui-même, mais aussi de l'homme. Il y a une histoire que je trouve toujours assez drôle avec Bernardo Silva. Il avait une paire de chaussures, je ne sais plus lesquelles, qu'il avait pendant des années et qui était dans un état mais déplorable. Et il allait tous les jours à l'entraînement avec cette paire de chaussures-là. Et un jour, c'est ses collègues à City qui lui ont dit non mais Bernardo, t'es sympa, mais tu gagnes je sais pas trop combien de millions par an. Tu peux bien t'acheter une paire de chaussures. Et je trouvais ça assez marrant parce que ça montre que même si le joueur en lui-même est extraordinaire sur le terrain, ça reste de quelqu'un de très simple, de très humble. Et un peu aussi ce que je disais avant par rapport à Giroud, quand tu as un football de star très bling-bling, très Neymar, j'ai envie de dire, quand tu as un joueur comme Bernardo Silva qui arrive, c'est une vraie bouffée d'air frais et ça fait vraiment du bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un truc que j'aime aussi beaucoup chez Bernardo Silva, c'est sa polyvalence sur le terrain. Ça, c'est un truc que Guardiola adore d'ailleurs chez lui, mais il va jouer en tant que relayeur, après il va jouer en tant qu'ailier, il va jouer en tant que faux numéro 9. Il peut jouer partout du côté de City, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que finalement, en fait, tu pourrais l'aligner dans quasiment toutes les positions offensives et donc le faire jouer à chaque match, quoi. Alors tu vois, tu parlais d'élégance. Moi, mon suivant, il est aussi très élégant. Et il a un point commun avec Ramos parce qu'il joue au Real, un point commun avec Müller parce qu'il est allemand. Je parle évidemment de Toni Kroos, qui est vraiment un de mes joueurs préférés. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un joueur un peu de l'ombre. Alors, effectivement, il a eu ses occasions où il brille énormément. Je pense notamment à ce but incroyable en Coupe du Monde face à la Suède, ce coup franc qui tire dans un angle, c'est presque un corner et lui il le met. 90e minute, c'est le but de la qualification. Enfin, Toni Kroos, quoi. Mais voilà, c'est un mec qui a jamais déçu. Beaucoup de pression quand il était beaucoup plus jeune, quand il était déjà du côté du Bayer Leverkusen au début. Après, il est allé au Bayern, il a tout gagné au Bayern. Il est allé au Real, il a tout gagné au Real. Donc là, niveau armoire à trophée, déjà, on se pose là. Mais en plus, c'est un joueur que j'adore sur sa vision de jeu. C'est un mec, il n'a pas que des yeux derrière la tête, il a une couronne d'yeux, ce mec. Il est toujours positionné au bon endroit pour faire l'appel de balle, pour demander le ballon. Et juste déjà, son jeu sans le ballon arrive à casser un pressing. Et après, bah, son jeu avec, sa vision du jeu, ses passes longues, ses millimétrés, c'est fou. Et puis, il fluidifie le jeu. Tout est facile quand t'as Toni Kroos sur le terrain. Et ça m'hallucine. Et une des preuves de ça, pour moi, c'est son dribble fétiche. Il arrive en fait juste avec une feinte d'appui à éliminer son adversaire. Et c'est des choses qui se voient pas en fait en live et tu dois revoir des ralentis pour voir qu'il arrive à faire ça. Et voilà, c'est Toni Kroos dans toute sa splendeur. Tout ce qui se fait, ça se voit pas, mais au final, c'est tellement important
pour son équipe. Enfin bref, c'est un joueur que j'adore. Tu le fixes pendant 20 minutes et tu le regardes juste jouer lui. Et c'est génial à regarder comme ça. Entièrement d'accord, j'ai rien à rajouter. C'est un joueur hyper élégant qui a toujours été au niveau, qui a une armoire à trophées incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Avant de terminer, est-ce qu'on n'aurait pas une petite mention honorable? Ouais, Pas un joueur qui nous fait rêver, mais en tout cas un joueur qu'on aime bien ou qui peut potentiellement, en tout cas, moi c'est mon choix. J'ai décidé, ça va forcément vous étonner aussi, je parle de Kylian Mbappé. Pourquoi Kylian Mbappé? Alors moi j'ai pas voulu le mettre dans mon top 3 parce que voilà, c'est un joueur qui est encore assez jeune, il a encore beaucoup à prouver. Et simplement parce qu'il fait rêver beaucoup de monde aujourd'hui. Du coup, je vous apprendrai pas grand-chose en vous racontant tout ça. Mais voilà, c'est un joueur, juste un match, si je devais le citer. C'était à la Coupe du Monde 2018 contre l'Argentine. T'as ce Mbappé tout jeune qui a 19 ans, quelque chose comme ça, et littéralement il roule sur l'équipe d'Argentine par sa vitesse, par sa technique, et tu te dis, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 19 ans, moi? Et tu te dis, c'est incroyable, il a une de ses maturités. Je suis admiratif d'un joueur comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de lui comme étant l'un des futurs grands, l'un des futurs Messi ou Ronaldo avec Erling Haaland. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est peut-être pas le joueur qui me fait rêver, mais c'est peut-être le joueur qui me fera rêver. ouais, alors moi je suis parti pile dans l'inverse. Alors je comprends tout à fait, Mbappé, c'est un joueur formidable, il n'y a rien à dire. Moi je suis allé dans un joueur qui me faisait rêver quand il était du côté de Chelsea, c'est Eden Hazard. Eden Hazard, bon là ça fait 2 ans qu'on le voit plus beaucoup depuis qu'il est au Real, beaucoup de blessures, aussi une hygiène de vie qui semble être discutable, mais quand il est sur un terrain, quand il est à 100%, il est incroyable. Il y a ce but notamment face à Arsenal il y a quelques années, qui me tue, où il part depuis le milieu de terrain, il dribble tout Arsenal et il marque. C'est des choses comme ça qui me faisaient rêver chez ce mec. La capacité de jouer dans les tout petits espaces, de faire péter un verrou alors que l'équipe adverse avait parqué le bus et il était capable de faire ça. Voilà, encore aujourd'hui, je me régale en regardant des vidéos d'Eden Hazard quand il avait encore le maillot de Chelsea. Et incroyable. J'espère qu'un jour on peut revoir ce Eden Hazard. Parce que pour moi, en fait, à ce niveau-là, il faisait partie du top 5 des joueurs mondiaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quel joueur, Eden Hazard. Une capacité, mais aussi, même quand il était plus jeune et qu'il jouait à Lille, qu'est-ce qu'il était fort et roulé sur la Ligue. En tout cas, c'était les joueurs qui nous font rêver. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quels sont les joueurs qui vous font rêver. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'il y en a d'autres? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous voulez nous le dire de manière un peu plus intime ou un petit peu plus privée, n'oubliez pas que nous avons un serveur Discord, le lien est dans la description. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut, ciao!